Le 12 mars 1999, un homme est enterré près du manoir de Childwick-Bury au Royaume-Uni. Une centaine de personnes sont venues rendre hommage à l'artiste qu'il était. Parmi eux, des membres de la famille, mais aussi des célébrités, Tom Cruise, Nicole Kidman, Steven Spielberg. Des violonistes, des clarinettistes et autres chanteurs sont réunis pour entonner des airs de musique classique. Selon certains invités, ces funérailles ressemblaient presque à un pique-nique britannique. Les journalistes, eux, sont écartés en dehors de la propriété, attendant patiemment une occasion pour agrémenter leur reportage. Et pour cause, l'homme qu'on inhume ce jour-là n'est pas n'importe qui, mais au fond, qu'il connaît réellement. Il était l'un des seuls maîtres modernes que nous avions. Il était unique dans la mesure où, avec chaque nouveau film, il redéfinissait ce moyen d'expression et ses possibilités. Mais il était plus qu'un simple innovateur technique. Comme tous les visionnaires, il disait la vérité. Et on a beau s'imaginer être à l'aise avec la vérité, elle provoque toujours un choc profond quand on est obligé de la regarder en face. Cette citation, on la doit à Martin Scorsese à propos d'un des plus grands génies du cinéma américain, un homme dont la quasi-intégralité de la filmographie a marqué Hollywood, un des metteurs en scène les plus influents de sa génération et qui continue encore aujourd'hui d'inspirer un grand nombre de cinéastes, Stanley Kubrick. Presque 30 ans après sa mort, Kubrick reste un incontournable pour tous les cinéphiles de la planète. Idole de réalisation pour certains, tyran des plateaux pour d'autres, il emporte avec lui les symptômes d'une société changeante et contestataire, mais qui cache sa part d'ombre. Et cette part d'ombre, on ne peut pas manquer de l'évoquer lorsque l'on parle de sa filmographie. Alors, que vous soyez accro au cinéma ou pas, familier avec son œuvre ou en être totalement étranger, plongez dans la vie de Stanley Kubrick, le perfectionniste, le provocateur, le génie. La vie artistique de Kubrick commence véritablement à l'âge de 13 ans. Né en 1928, il vit dans le quartier du Bronx à New York avec ses parents, Sadie Perveller et Jacob Kubrick, ainsi qu'avec sa sœur cadette, Barbara. Très tôt, le jeune Stanley est éduqué par ses parents à l'art. Il l'initie à la littérature, aux échecs, au jazz, mais surtout à la photographie qui va changer sa vie. Il est loin d'être un élève brillant, mais passionné par la physique. Lui qui veut comprendre comment fonctionne le monde, comment fonctionnent les choses. À l'occasion de son 13e anniversaire, son père lui offre un appareil photo. Ça devient pour lui une véritable vocation et dès ses 16 ans, il commence à vendre ses clichés à un magazine, Look, qui l'embauche. Dès lors, il apprend les règles de la composition, de l'éclairage, du cadrage et commence à s'intéresser au 7e art. Fidèle aux séances du Museum of Modern Art de New York, il se passionne pour le cinéma d'Ingmar Bergman, de Federico Fellini ou encore de Max Ophuls et décide de sauter le pas. En 1951, il sort son premier court-métrage, Day of the Fight, inspiré d'un de ses propres photorécits qu'il a réalisé pendant son adolescence. Le projet présente le quotidien du boxeur Walter Cartier, filmé à la manière d'un reportage, et déjà on peut retrouver le côté control freak du réalisateur. Pour Day of the Fight, il est quasiment partout. À la réalisation, à la photographie, au son et au montage. Il veut être le premier et le dernier de la chaîne de production, une manie qui le suivra durant toute sa carrière. En grande partie autofinancé à hauteur de 3 900 $, le court-métrage sera rentable puisqu'il lui rapportera 100 $. Bon, c'est pas énorme, mais ça va l'encourager à continuer. La même année, il réalise Flying Padre en reprenant le même concept que son précédent projet, mais cette fois-ci avec un prêtre missionnaire aux commandes de son avion. Flying Padre ne rencontre qu'un succès mineur, mais Stanley Kubrick va poursuivre sa jeune carrière. Il est repéré pour ses plans soignés, imprégné de son expérience photographique et participe en tant qu'assistant réalisateur à quelques œuvres, notamment une sur Abraham Lincoln. En 1953, il crée The Seafarers, son premier court-métrage en couleur, un film promotionnel sur la marine marchande.
Rien de très intéressant en somme, si ce n'est ses premières utilisations des travelling. C'est cette même année qu'il s'attaque à plus gros, réaliser son premier long métrage. La production est assez laborieuse, il emprunte d'abord 9000 dollars à sa famille et tourne avec des acteurs, pour la plupart non professionnels, dans Fear and Desire, film de guerre où on suit un groupe de soldats perdus en forêt après un crash aérien. Le projet passe assez inaperçu à sa sortie, même si le New York Times souligne les qualités de cadrage du jeune réalisateur. Plus tard, Kubrick se mettra à détester ce film, qu'il trouve fatalement amateur et prétentieux, à tel point qu'il essaiera de racheter et de détruire toutes les copies en circulation. Ainsi, Fear and Desire était quasiment un lost media jusqu'à sa restauration en 2012. Mais à l'époque, il est plutôt fier de sa création et abandonne son emploi de photographe au magazine Look pour se consacrer à plein temps à son métier de cinéaste. Nous sommes maintenant en 1954. Kubrick enchaîne avec The Killer's Kiss, ou Le baiser du tueur en français, un thriller policier sur un boxeur obligé de fuir la mafia. Le film est à nouveau moyennement accueilli, mais récolte tout de même la première récompense cinématographique de la carrière de Kubrick, un Léopard d'or, le prix principal du festival de Locarno en Suisse. Résultat mitigé donc, mais c'est pourtant ce film qui va véritablement lancer sa carrière. Repéré par le producteur James B. Harris, les deux hommes se rencontrent et fondent leur société de production, la Harris Kubrick Pictures. Pas très inspiré pour le nom, mais ça n'a aucune importance. Harris a des contacts avec des majors hollywoodiennes et les deux comparses ne vont pas se priver pour leur future création. C'est ainsi que voit le jour The Killing ou L'Ultime Razzia en VF, une deuxième réalisation dans le genre du polar. Ce sera la même tonalité que The Killer's Kiss, mais en plus gros. Là où ce dernier ne disposait que de 40 000 dollars de budget, ce nouveau long métrage bénéficie de 320 000 dollars, la première grosse production pour le cinéaste américain. Sur le tournage, Kubrick fait encore preuve d'un contrôle sans faille. Un jour, lui et Lucien Ballard, directeur réputé de la photographie, ont des divergences au sujet de quel objectif ils doivent utiliser pour un plan. Après de nombreux désaccords, Stanley Kubrick dit alors au technicien de 20 ans son aîné « Vous faites comme je l'ai décidé ou vous quittez mon plateau sur le champ ». Pour ceux, dans le fond, qui se demandaient, oui, c'est un sacré caractère. À sa sortie, The Killing est un petit succès financier autant que critique et il sera nommé dans la catégorie meilleur film au BAFTA. Après ce léger succès, la société de production United Artists accepte de financer le prochain projet de Kubrick, une adaptation d'un best-seller, The Path of Glory, un nouveau film de guerre. Seulement, le scénario et le budget réduit à Hollywood ne convainc pas les majors qui doutent du succès de ce projet. Et pour cause, le film n'aurait peut-être pas pu voir le jour sans la participation d'un certain Kirk Douglas. Véritable star d'Hollywood, l'acteur de 44 ans avait déjà repéré les talents de Kubrick après avoir vu The Killing et a donc accepté de jouer le premier rôle. Tout de suite, les majors acceptent. Faut dire que Douglas sortait d'une performance remarquée 3 ans auparavant dans Les Ensorcelés de Vincente Minnelli, qui lui avait octroyé une nomination aux Oscars. Donc, le film se fait. Les Sentiers de la Gloire, ça raconte l'histoire de généraux français pendant la Première Guerre mondiale qui, après une offensive lamentablement ratée, vont désigner 3 hommes à fusiller pour l'exemple. Le personnage de Kirk Douglas va lui tout faire pour sauver ces malheureux d'une mort certaine, et on peut dire que ça ne va pas être chose facile. L'œuvre est une des plus abouties de la carrière de Kubrick. Elle traite de la bêtise de la guerre et surtout des hauts dirigeants prêts à sacrifier le plus d'hommes possible pour grimper en honneur. Un thème antimilitariste qui tient une place majeure dans la carrière du cinéaste. D'autant plus que c'est un long métrage qui s'inspire de faits réels, l'affaire des caporaux de Souin qui a bien eu lieu durant la Première Guerre mondiale. Quand Les Sentiers de la Gloire sort en 1957, le gouvernement français se trouve un peu gêné par le propos du film et surtout pressé par une association d'anciens combattants de ne pas le sortir en France, ce que va accepter la United Artists. Ce n'est finalement qu'en 1975, 18 ans plus tard, que l'œuvre sera finalement autorisée sur le territoire français. Même si les recettes du film restent assez modestes, il est d'une qualité indéniable, Kubrick perfectionnant son utilisation des travelling qui feront une partie de sa marque de fabrique. Par la suite, la MGM va lui proposer de travailler avec un autre grand acteur. Après Kirk Douglas, c'est la star montante Marlon Brando qui sera devant la caméra du réalisateur américain. Après des succès dans Un tramway nommé Désir et Sur les quais du réal Elia Kazan, celui qui jouera 15 ans plus tard Don Vito Corleone rejoint Stanley Kubrick pour la réalisation d'un western, genre extrêmement en vogue à Hollywood. D'abord cordial, leur relation se dégrade rapidement. Brando, qui considérait Kubrick comme un brillant intellectuel et un penseur créatif, n'arrive plus à s'entendre avec lui. Après 6 mois de divergence, les deux hommes se disputent et Stanley Kubrick quitte la production du film, un projet qui sera repris et dirigé par Marlon Brando lui-même et qui donnera La Vengeance aux deux visages.
Après ce projet avorté, Kubrick est donc à la recherche d'un nouveau film à réaliser, et c'est un visage qu'il connaît bien qui va le lui apporter. Un beau jour de février 1959, il reçoit un appel d'un certain Kirk Douglas, oui, encore lui qui veut tourner à nouveau pour le Real américain. Il détient le premier rôle de Spartacus, un péplum qui retrace l'histoire du fameux esclave révolutionnaire. Douglas lui explique qu'il vient de virer le précédent metteur en scène Anthony Mann et qu'il veut que ce soit lui qui réalise le film. Après très peu de réflexion, Kubrick accepte. Il voulait avoir de gros moyens pour mettre en scène ce long métrage, il va être servi. 3 heures de film et 13 millions de dollars de budget, ce qui en fait le deuxième film le plus cher de l'histoire à ce moment-là, derrière Ben-Hur. C'est un véritable mastodonte. Mais comme à son habitude, Kubrick voudrait avoir le contrôle d'absolument tout lors de la production du projet. Il n'arrête pas de se plaindre et coupe même des bouts de répliques de Kirk Douglas sans son accord, ce qui a le don d'énerver l'acteur. Après plus de 5 mois de tournage, Spartacus sort dans les salles obscures en 1960 et c'est un des plus grands succès de la carrière de Kubrick. Le long métrage est une réussite critique et financière et remporte même 4 Oscars, mais le cinéaste n'est pas satisfait. Tout va en réalité du fait qu'il y avait des milliers de décisions à prendre. Or, quand vous ne les prenez pas vous-même, quand vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que ceux qui les prennent, cela peut devenir une expérience très pénible et ce fut le cas, avait-il déclaré lors d'une interview en 1968. Après ce tournage chaotique, pour lui et pour les autres, c'est décidé, Stanley Kubrick aura le dernier mot sur toute la production de ses futurs projets, pour le meilleur, mais peut-être aussi pour le pire. C'est avec cette idée en tête qu'il se focalise sur sa nouvelle œuvre, une adaptation d'un livre extrêmement polémique, Lolita de Vladimir Nabokov. Kubrick avait acheté les droits du bouquin il y a quelques années déjà, mais n'avait pas trouvé le temps pour le réaliser. Ce sera chose faite. Lolita raconte la relation entre une adolescente de 12 ans et Humbert Humbert, un professeur de littérature française, une histoire, vous vous en doutez, qui ne passe pas inaperçue. Le livre d'origine, sorti en 1955, a un temps été censuré, mais est devenu un véritable best-seller à la fin des années 50. Jamais avare de scandale, Stanley Kubrick se met à la réalisation de son adaptation avec James Mason, Sue Lyon et Peter Sellers dans les premiers rôles. Il déménage même jusqu'en Angleterre pour éviter la censure de la société américaine, encore très puritaine, et commence le tournage. Il modifie également certains passages du livre avec l'auteur lui-même pour correspondre plus facilement à la morale du début des années 60 et le rendre moins cru. À sa sortie, comme tout le monde l'imaginait, le film est mal accueilli par beaucoup, le jugeant trop obscène. Projeté à la Mostra de Venise en 1962, Lolita récolte des critiques en demi-teinte. Sue Lyon, l'actrice qui joue Lolita, remporte tout de même un Golden Globes pour le meilleur espoir féminin, mais l'œuvre ne restera pas parmi les top réalisations de Stanley Kubrick, contrairement aux suivants. Dr Strangelove ou Dr Folamour raconte l'histoire du général Jack Ripper, atteint de folie paranoïaque, qui décide soudainement de bombarder nucléairement l'URSS. Une réunion de crise s'organise aussitôt parmi les pontes des armées états-uniennes pour enrayer la machine. L'idée de faire un film sur la guerre froide ne sort pas de nulle part. La menace nucléaire n'avait jamais été autant d'actualité à l'époque, et les tensions américano-soviétiques se sont fortement accrues pendant la crise des missiles de Cuba en 1962. De l'aveu de Kubrick, c'était une situation qui faisait peur à tout le monde. Lui-même avait envisagé de déménager en Australie, craignant une frappe soviétique sur les États-Unis. De ce sentiment ambiant, il va en tirer le scénario de Dr Strangelove, une comédie noire, satirique, absurde, mais aussi, dans le prolongement des Sentiers de la Gloire, un projet fondamentalement antimilitariste. De base, le film devait avoir une tonalité beaucoup plus sérieuse, voire de science-fiction avec des extraterrestres, mais au fur et à mesure de ses recherches et de l'écriture du scénario, Kubrick se rend compte que ça serait difficilement crédible, ce pourquoi il a décidé de le changer. Une décision qui va être à l'origine de la séparation avec son ami et producteur James Harris, qui lui voulait réaliser un thriller. Il le fera d'ailleurs de son côté avec le film The Bedford Incident, une œuvre qui ne restera pas autant dans les annales du cinéma que celui de son ancien associé. Après plus de 6 mois de production, Dr Folamour ou Comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe sort au cinéma et comme d'habitude avec Kubrick, il divise. Ses nominations aux Oscars n'ont pas su faire taire les critiques qui étaient nombreuses, non pas en termes qualitatifs, mais surtout en termes politiques. Beaucoup lui reprochent sa critique du gouvernement américain quand d'autres saluent une excellente comédie cynique. Aujourd'hui, la question ne se pose plus. Dr Strangelove est considéré comme un de ses meilleurs longs métrages et a même été classé 3e meilleur film de comédie américaine par l'American Film Institute. Dès la sortie de son film, Stanley Kubrick se remet au travail. Il avait déjà commencé ses recherches sur son prochain long métrage qui, Kubrick ne le sait pas encore, sera un des plus importants de l'histoire du cinéma. Dans sa jeunesse, il a baigné
imprégné dans des films de science-fiction comme Planète Interdite sorti en 56 ou encore le premier Godzilla sorti en 54, et il a l'idée d'en produire un à sa sauce. Après avoir lu un de ses romans, le réalisateur américain décide d'écrire le script de son prochain projet en collaboration avec Arthur C. Clarke, un écrivain de science-fiction. Ils partent d'une nouvelle publiée 20 ans plus tôt par Clarke et commencent ce nouveau projet. Dès le début, il est imprégné d'une grande ambition, faire un film dans le genre de la SF, mais pas comme tous les autres. Lui, ce qu'il veut, c'est repousser les limites du cinéma, filmer l'espace comme jamais on ne l'a filmé. Et pour être sûr de bien faire les choses, Kubrick fait d'intenses recherches sur le futur et l'espace. Il s'entoure des meilleurs artistes d'effets spéciaux et, par souci de réalisme, il demande même à la NASA de pouvoir examiner la navette qui enverra la sonde Ranger 9 en direction de la Lune. En 1965, il commence le tournage d'une de ses plus belles réussites, une pierre angulaire de l'histoire d'Hollywood, un film dont les cinéastes de science-fiction ont abondamment puisé tant son impact fut important, 2001, l'Odyssée de l'espace. L'œuvre est tout simplement immense. Stanley Kubrick ne voulait pas faire un film de SF comme les autres, et c'est chose faite. Le long métrage est un chef-d'œuvre d'effets spéciaux, de mise en scène, de visuels magnifiques, mais également de musicalité et d'effets sonores. Tout est quasiment iconique dans ce film. 2001 se divise en deux intrigues. D'abord, plusieurs rencontres entre les humains et de mystérieux monolithes noirs, puis un voyage dans l'espace après la rébellion d'une intelligence artificielle. Le long métrage traite évidemment de la rencontre avec une civilisation extraterrestre et ses conséquences, de l'immensité de l'univers, mais aussi de l'évolution humaine, tant sur le point spirituel que technologique. Dans cette œuvre, Kubrick décrit parfaitement l'usage de l'intelligence artificielle bien avant les ordinateurs et l'IA générative qu'on connaît aujourd'hui. Pour lui, qui a toujours été un grand pessimiste, l'humain, s'il veut survivre, je cite, devra dépendre d'une intelligence supérieure. Dans une interview avec le journaliste Michel Simon, le réalisateur américain ne voyait pas pourquoi les gens ont peur de ces machines. Une intelligence, selon lui, reste une intelligence, elle ne pourrait pas être pire que les humains. À sa sortie en 1968, rebelote, 2001, l'Odyssée de l'espace divise. Beaucoup adorent ce projet très métaphysique et d'autres critiques le trouvent trop long, trop lent, manquant de dialogue et de trame narrative cohérente. Et cette dichotomie peut s'expliquer par le caractère inédit de la réalisation de Kubrick. Personne n'avait fait ça dans le genre de la SF. Comme le dira Steven Spielberg, 2001 est le Big Bang, le point de départ de toute une génération de cinéastes. Et il a raison. Sans ce long métrage, pas de Gravity, pas d'Interstellar, pas de Star Wars. De plus, son impact culturel est colossal, à tel point qu'aujourd'hui, tout le monde, peu importe la génération, a au moins entendu parler du projet ou connaît une référence de 2001, l'Odyssée de l'espace. Et puisqu'on parle de référence, c'est aussi un des films les plus parodiés dans le monde du cinéma et des séries. En termes statistiques, 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est à ce jour la plus grosse réussite financière d'un film de Stanley Kubrick, d'autant plus qu'il lui permettra de remporter son seul et unique Oscar personnel pour les meilleurs effets visuels. Des effets visuels tellement impressionnants qu'ils ont nourri plusieurs théories conspirationnistes. Alors pas sur le film en lui-même, mais à propos du premier pas sur la Lune de Neil Armstrong en 1969, soit un an après la sortie du long métrage de Kubrick. Certains pensaient et pensent toujours que l'homme n'a jamais marché sur la Lune, ou en tout cas que l'alunissage de 69 a été réalisé en studio. Quelques personnes ont même poussé le délire encore plus loin en clamant que c'était Stanley Kubrick lui-même qui aurait réalisé ces fausses images. En 2002, cette croyance a même fait l'objet d'un faux documentaire, Dark Side of the Moon, de William Carell, visant à prouver qu'on pouvait faire croire n'importe quoi avec des images et des supposées révélations. Bref, on en revient à Kubrick, que les rumeurs n'ont semble-t-il pas trop déboussolé. Toujours guidé par cette idée de grandeur, il se décide tout de suite après 2001, l'Odyssée de l'espace, de réaliser le projet qu'il considère comme son magnum opus, l'œuvre la plus importante de sa carrière, Napoléon. Le cinéaste a toujours eu une passion pour l'empereur français, fasciné par son histoire, mais aussi par ce qu'il représentait, le pouvoir, l'obsession du contrôle et la stratégie militaire. Voilà une des contradictions de Stanley Kubrick, lui qui tournera dans quelques années son troisième film antimilitariste, était admiratif d'un autocrate qui a causé la mort de plus de 3 millions de personnes en Europe durant les guerres de conquête napoléoniennes. Mais bon, il a décidé de le faire, alors il va le faire. Kubrick lit des centaines de livres sur l'empereur, écrit un scénario et prévoit un total de 50 000 figurants pour camper le rôle des soldats. Une production à gros budget qu'il n'avait pas atteint depuis Spartacus et qu'il souhaite tourner uniquement avec des lumières naturelles et des bougies. Tout était quasiment prêt dans sa tête, à commencer par les acteurs. Audrey Hepburn était pressentie pour jouer le rôle de Joséphine de Beauharnais, tandis que Jack Nicholson avait déjà donné son accord pour interpréter l'empereur. Seulement,
Certaines fois, les voies des studios sont impénétrables et la MGM, alors même que la pré-production allait commencer, annule le projet à cause du coût budgétaire mais surtout de la méfiance vis-à-vis de la réussite du film. Après ce qu'il vit comme un échec, Stanley Kubrick se décide à revoir ses ambitions à la baisse et cherche un projet à moindre coût, qu'il peut réaliser sur une plus courte période. En se plongeant sur les idées de scénario qu'il avait mis de côté, le réalisateur de 41 ans tombe sur l'adaptation d'un livre sorti récemment, Orange Mécanique. Écrit par Anthony Burgess, le bouquin raconte les péripéties d'un groupe de 4 jeunes hommes, ultra violents et archi grossiers dans les rues d'un Londres dystopique. L'idée avait tout de suite plu à Kubrick qui décide de s'emparer du projet. Anecdote de dingue, mais de base, avant que le réalisateur le reprenne en main, Orange Mécanique avait été confié à son homologue cinéaste Ken Russell avec les Rolling Stones ou les Beatles dans les premiers rôles. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire en raison de problèmes d'agenda, mais ça aurait été complètement insolite de voir Mick Jagger ou Paul McCartney incarner le personnage folklorique d'Alex Delarge. Pour jouer ce fameux personnage principal, Stanley Kubrick choisit plutôt Malcolm McDowell, qu'il avait repéré dans le film If de Lindsay Anderson, lauréat de la Palme d'Or au Festival de Cannes en 69. Orange Mécanique sort en 1971 et c'est un nouveau scandale pour le réal américain. Le film est cru, ultra violent, mais beaucoup d'observateurs de l'époque passent totalement à côté du message. Accusé de donner une approche romantisée de la violence, Stanley Kubrick est mis sous pression. Il reçoit des lettres de menaces, des gens viennent devant son logement pour protester contre le projet, et pour se protéger lui et sa famille, il va finalement ordonner le retrait de son long métrage des salles de cinéma britanniques. Des salles qui ne rediffuseront pas l'œuvre avant 2000, quelques temps après le décès de Kubrick. Mis à part le côté réactionnaire de ce qu'a vécu le réal américain, Orange Mécanique pousse à la réflexion sur la violence mise en scène au cinéma. Où se trouve la limite entre violence nécessaire au propos de l'œuvre et excès de violence? Et surtout, qu'est-ce qu'on considère acceptable de diffuser ou non? Et puis, on ne peut pas dire que ce qu'on trouve dans le film est sans intérêt. Le long métrage traite de la violence au sein même de la race humaine. Véritable fil conducteur de l'œuvre de Kubrick, l'animosité du genre humain est pointée du doigt. Pas comme une fatalité, mais plutôt comme quelque chose de réel, de vif. À la manière de l'entièreté de sa filmographie, Kubrick délivre ici la vérité d'une humanité parfois inhumaine. Comme tout ce que touche le réalisateur américain devient culte, Orange Mécanique ne va pas faire exception. Certaines scènes vous marquent à vie et la réalisation est toujours parfaitement orchestrée. La musique ici en grande partie de la musique classique est à nouveau un élément majeur du long métrage et les scènes fourmillent de mise en scène créative teintées de couleurs criardes qu'on pourra retrouver dans Shining et Eyes Wide Shut. Le scandale aidant, le long métrage devient aussitôt un succès financier. Il récolte plus de 110 millions de dollars pour un budget d'1 million et va décrocher 4 nominations aux Oscars. William Friedkin, qui gagnait le soir même de cette cérémonie la meilleure réalisation pour The French Connection, dira même de Kubrick qu'il est, je cite, non seulement le meilleur réal de l'année, mais également de la période. Sans dit long sur ce que pensaient de lui les personnalités de l'industrie. Bon, si on résume, après 20 ans de carrière, film, polar et thriller, check, film de guerre, check, péplum check, comédie check, film SF triple check, il ne lui en manque pas beaucoup à vrai dire, et il va aller dans cette direction. Les films historiques lui ont toujours fait de l'œil, mais son Napoléon a été étouffé dans l'œuf, alors cette fois-ci, il ne se manquera pas. Il s'embarque alors pendant presque 5 ans dans une grande épopée historique. Il veut réaliser un long métrage qui se déroule au sein du XVIIIe siècle, proche de son pays de résidence, le Royaume-Uni. Rigoureux comme à son habitude, il fait un énorme travail de recherche sur cette période et commence à tourner à l'automne 73. Le scénario est assez simple, le film narre l'ascension et la chute de Redmond Barry, un personnage de classe sociale moyenne voulant devenir un noble de la couronne britannique. Ce qui fait de Barry Lyndon une œuvre bluffante, ce sont ses visuels. Oubliez quasiment tout ce que vous avez pu voir comme esthétique chez Stanley Kubrick, là ça n'a rien à voir. Le réalisateur américain veut absolument se rapprocher d'une composition graphique de la peinture d'époque. De plus, comme il le voulait pour son Napoléon, il souhaite ne filmer qu'avec la lumière naturelle. Et là, c'est tout un défi. Quand il tourne la journée, ça va, mais la nuit ou dans un espace sombre et fermé, c'est tout de suite plus compliqué. Pour obtenir un rendu proche du réel, il a besoin de capter la lumière des bougies, de la lune et des étoiles, sauf que les objectifs de l'époque n'étaient pas assez performants. Alors, qui dans le monde est capable de photographier les étoiles? Oui, la NASA. Et qui a déjà travaillé avec la NASA? Exactement, Kubrick. Il va donc contacter l'agence fédérale américaine qui va accepter de lui prêter un des meilleurs objectifs de la planète, le f/0.7 de la marque Zeiss, qui laisse passer beaucoup plus de lumière que n'importe quel appareil de l'époque, ce qui donne un rendu magnifique sur toute la photo du long métrage. Cependant, la contrainte de luminosité n'a pas été le seul obstacle au film. En effet,
Kubrick a dû faire face à une problématique bien plus vitale. Au début des années 70 en Irlande, c'était le giga bazar. On était en plein milieu d'un conflit opposant les indépendantistes irlandais au gouvernement britannique, et le fait que le réalisateur mette en scène des soldats anglais sur le sol irlandais n'a pas plu, et surtout pas à l'IRA. L'IRA, c'était le plus grand groupe indépendantiste irlandais, et ils ne se sont pas gênés pour montrer leur désaccord. Stanley Kubrick a un jour reçu des menaces de mort de cette même organisation, ce qui l'a obligé à déplacer précipitamment le tournage vers l'Angleterre. Après toutes ces difficultés, le film se fait finalement. L'œuvre est magnifique, la musique d'époque est sublime, et le jeu d'acteur de Ryan O'Neal est superbe, mais le film ne sera pas récompensé à sa juste valeur. Quand il sort en 1975, après quasiment un an de montage, c'est un immense flop économique partout, excepté chez nous, en France. Mais la critique, elle, est élogieuse. Barry Lyndon amasse 7 nominations aux Oscars, un record pour une création de Kubrick, et va en gagner 4, notamment pour la direction artistique et la photographie. À l'image d'une grande partie de sa filmographie, le long métrage de 3 heures va vieillir comme du bon vin, et certains, comme le Times ou le magazine spécialisé Sight and Sound, le désignent même comme une des meilleures créations cinématographiques américaines de tous les temps. Alors oui, Stanley Kubrick est satisfait de son film, mais les studios demandent des réussites au box-office. Faire un chef-d'œuvre, c'est une chose, mais il faut aussi que ça marche du point de vue financier. Pour se situer, on est dans la deuxième moitié des années 70, et un des genres qui commence à cartonner, c'est l'horreur. L'Exorciste en 1973 a été un véritable succès, et Kubrick, à qui on avait d'ailleurs proposé la réalisation du long métrage, se décide à imaginer sa propre œuvre horrifique. Et pour ce faire, il choisit d'adapter le dernier roman d'un auteur renommé dans le genre du fantastique, Stephen King. Le bouquin s'appelle Shining, et son adaptation à l'écran va à nouveau marquer Hollywood. Le réalisateur de 50 ans veut montrer, comme il le dira en interview, le côté sombre de l'humanité, sa part maléfique. Et cette part maléfique sera interprétée par son Napoléon, Jack Nicholson. Dans la peau d'un écrivain raté, Jack Nicholson campe le rôle de Jack Torrance, payé pour garder un hôtel vide pendant une tempête de neige. Venu avec sa femme et son petit garçon, le séjour ne se passera pas comme prévu, et Jack va, au fur et à mesure de l'intrigue, perdre la tête. Le tournage débute en mai 78 et va durer presque un an, mais pourquoi autant de temps? Eh bien, parce que Stanley Kubrick n'a jamais été aussi exigeant. Lui, qui est habitué à refaire les mêmes scènes plusieurs dizaines de fois, va pousser les curseurs encore plus loin. Il va tourner la scène du bar pendant 6 semaines et va faire subir à Shelley Duvall, l'actrice principale, 127 prises pour la séquence de l'escalier. C'est cette exigence extrême qui va faire partie de la légende noire de Kubrick. Pour ce film, il se dispute souvent avec Shelley Duvall, qui avait d'ailleurs affirmé que c'était une superbe expérience, mais que si c'était à refaire, elle n'accepterait sans doute pas le rôle. Après de longs mois de tournage laborieux, Shining est diffusé dans les salles obscures en mai 1980. Aux États-Unis, c'est un petit flop et Kubrick décide de couper certains passages pour la sortie européenne, mais globalement, le film n'embarque pas beaucoup de monde. Il est même nommé aux Razzie Awards, des Oscars fictifs récompensant les pires films de l'année. Une nomination qui a dû faire plaisir à Stephen King, qui a détesté le montage de l'adaptation de son œuvre et qui a même refusé d'être mentionné au générique. Faut dire que Kubrick avait pris de grandes libertés par rapport à l'œuvre initiale et n'avait quasiment pas inclus les mêmes thématiques que celles du roman d'origine. King le haïra tellement qu'il réalisera sa propre adaptation en mini-série dans les années 90. Pourtant, et presque à chaque fois avec Stanley Kubrick, ces films sont appréciés et réévalués plusieurs années après leur sortie. De nos jours, la réputation du film n'est plus à faire. De nombreux sites et magazines le placent parmi les meilleurs films d'horreur américains de tous les temps et sont plus ou moins unanimes sur les qualités du film. Les jeux d'acteurs sont géniaux, les plans sont quasiment toujours ultra pertinents et la musique joue encore une fois beaucoup dans l'appréciation du long métrage. De plus, pour rentrer un peu plus dans la technique, Kubrick utilisait une technologie révolutionnaire à ce moment-là, le Steadicam. Breveté en 1972, c'est une technologie énormément à l'œuvre sur les plateaux de nos jours qui permet une plus grande stabilité lors des déplacements de la caméra sans devoir installer des rails ou des dispositifs supplémentaires. Son utilisation dans Shining, c'est, de l'aveu de son créateur Garrett Brown, l'exploitation la plus complète de son invention. De toute façon, plus un film a de scènes marquantes, plus il devient iconique et, comme 2001 avant lui, Shining est rempli de scènes et de répliques cultes comme la scène de l'ascenseur, celle dans la salle de bain ou le fameux Here's Johnny, qui a été parodié un nombre incalculable de fois. Et puis, il iconise énormément ses personnages, et surtout celui de Jack Torrance, qui est quasiment indissociable de Jack Nicholson, un acteur avec pourtant pas mal de rôles marquants à son actif.
C'est à peu près lors de la sortie de Shining que Kubrick va découvrir l'œuvre qui va inspirer sa prochaine création. Au début des années 80, il tombe sur le roman autobiographique de Gustav Hasford, vétéran de la guerre du Vietnam. Très vite, le cinéaste américain devient obnubilé par cette œuvre et décide d'en faire son adaptation. En s'inspirant du livre et des mémoires du reporter de guerre Michael Herr, il commence le tournage de Full Metal Jacket. L'action du film se passe en deux temps. Dans la première partie de l'œuvre, on voit la préparation des soldats tout juste envoyés dans les camps d'entraînement de l'armée américaine. Les conditions sont terribles et il doit faire avec un impitoyable instructeur, le sergent Hartman. Après un événement tragique, le long métrage bascule directement au Vietnam. En pleine bataille, les soldats qui viennent juste d'être formés doivent à présent accomplir leur devoir patriotique, arme à la main. Dans ce long métrage, on retrouve un genre cher aux yeux du réal américain, la guerre. Celle-ci est traitée encore plus durement que dans Les Sentiers de la Gloire et dans Docteur Folamour. Récemment sortis de la guerre du Vietnam, les États-Unis ont été marqués par ce conflit qu'ils ont perdu, mais qui était également fatalement inutile. En arrivant à son terme, on pouvait compter 58 000 soldats américains tués au front et presque 1,5 million de décès dans les camps du Vietnam, alliés et ennemis. Et cela, c'est sans compter les centaines voire millions de victimes civiles. Comme toujours, les atrocités de la guerre ne sont plus approuvées, que ce soit dans un camp ou dans l'autre. Les soldats américains qu'on présente comme des héros nationaux ne le sont que pour des élites irresponsables qui se servent de ces jeunes hommes comme de la chair à canon. Globalement marquant mais pas pour les bonnes raisons, le sujet de cette guerre a fait l'objet de nombreux films hollywoodiens dans les années 70-80, comme Platoon, Voyage au bout de l'enfer, Né un 4 juillet, et le plus connu d'entre eux, Apocalypse Now. Se positionnant dans cette lignée de films dénonciateurs, Full Metal Jacket traite d'un énorme sujet très peu pris en compte par le gouvernement de cette époque, le stress post-traumatique. Pour ceux qui ne savent pas, le syndrome post-traumatique ou PTSD est une flopée de symptômes psychiques et physiques apparaissant après un traumatisme. Et malheureusement, cela arrive souvent aux soldats partis se battre au front. Selon une étude du gouvernement américain, près d'un tiers d'entre eux étaient concernés par le PTSD en revenant au pays après la guerre du Vietnam. Un grand nombre de personnes qui n'étaient évidemment pas assez pris en charge médicalement. Quand il sort dans les salles de cinéma en 1987, Full Metal Jacket fait du chiffre et est chaleureusement accueilli par la critique. La performance de Or Lee Ermey en tant qu'instructeur tortionnaire est particulièrement appréciée, ce qui lui vaut une nomination au BAFTA cette année-là. En bref, Stanley Kubrick termine la décennie 80 sur un succès quasi unanime, chose assez rare dans sa carrière. Après Full Metal Jacket, Kubrick disparaît des écrans pendant plus de 10 ans pour façonner son œuvre qu'il considérera comme la plus aboutie. Une longue histoire sombre, teintée d'amour, de tromperie, de désir et de mystère. Inspiré par une nouvelle qu'il voulait adapter depuis les années 70, le cinéaste de 68 ans débute le tournage d'Eyes Wide Shut, un long métrage sur un couple bourgeois dysfonctionnel. Un soir, la femme du docteur Harford lui avoue qu'elle a déjà eu envie de le tromper. S'en suivra pour lui une descente dans les tréfonds de ses fantasmes, l'entraînant dans un engrenage qu'il aurait peut-être préféré éviter. L'œuvre nous emmène au sein d'un New York sombre et illuminé. Se déroulant en grande partie la nuit, on suit le docteur Harper dans ses pérégrinations au cœur du monde nocturne en pleine effervescence, nous plongeant dans un état d'hypnose quasi constant durant plus de 2h30. Pour interpréter le jeune couple, Kubrick a jeté son dévolu sur Tom Cruise et Nicole Kidman qui étaient encore ensemble à l'époque, mais, et le réalisateur le savait bien, rencontraient déjà quelques difficultés relationnelles. Pour ce film, l'esthétique du cinéaste américain est à son paroxysme. Couleurs criardes, bande-son énigmatique et musique classique font partie intégrante de l'esthétique de l'œuvre, ce qui en fait une des plus oniriques de sa filmographie. Le tournage, par contre, n'a pas été une partie de plaisir, Kubrick exigeant comme à son habitude plusieurs dizaines de prises pour des plans simples. À l'origine, dans la distribution, Harvey Keitel passe à 6 mois au sein de la production avant de quitter subitement le tournage, et pour cause, lui et Kubrick avaient rencontré plusieurs divergences artistiques et notamment à propos de ce nombre excessif de reshoots, une manie qui a largement allongé le temps de tournage du film. Ainsi, après plus de 15 mois de production et d'intenses semaines de montage, Eyes Wide Shut sort au cinéma mais Stanley Kubrick ne sera pas là pour le voir projeté. 6 jours après avoir montré la final cut du film à ses proches et aux acteurs, il décède subitement d'une crise cardiaque dans son lit le 7 mars 1999. Il avait 70 ans. Eyes Wide Shut est donc finalisé et diffusé le 16 juin à titre posthume, même si certains considèrent l'œuvre comme incomplète due à la mort prématurée du réal. Le long métrage réalise finalement de bonnes entrées au box-office et, comme on ne change pas une équipe qui gagne, divise encore et toujours au sein des critiques. De nos jours, Eyes Wide Shut n'est pas le premier film qui nous vient en tête quand on pense à Kubrick, mais il est d'une qualité indéniable et souvent pas apprécié à sa juste valeur. Ce sera son 13e et dernier long métrage, un projet qui vient conclure une carrière majeure dans l'histoire du cinéma.
Durant toute sa vie, et même après sa disparition, Stanley Kubrick aura toujours été un personnage complexe. Il apparaît, et à juste titre, comme un génie de son art. Par son intérêt exponentiel en toutes les choses de la vie, il aura délivré des films dotés d'une esthétique remarquable et d'une réalité profonde. C'est d'ailleurs ainsi qu'on pourrait qualifier son œuvre, la réalité. Parce que oui, comme tout le monde et à l'image de ses films, il était humain. Et comme tout le monde le sait, l'humain n'est pas parfait et ne le sera jamais. De l'avis de nombreuses personnes qui ont travaillé avec lui, il était un créateur perfectionniste à l'extrême, voulant tout contrôler sur ses productions, ce qui pouvait parfois déborder sur l'intégrité physique et mentale de ses collaborateurs. Lui qui paraissait parfois aigri, reclus et replié sur lui-même, cachait en réalité un tempérament bien différent en dehors des studios de cinéma. Bien loin de la légende tyrannique qu'on a voulu lui coller, Stanley Kubrick, oui, n'apparaissait que très peu à la télé et ne faisait quasiment pas d'interviews, mais c'était à cause de son caractère réservé et non à une mégalomanie supposée par la presse. Oui, il dépassait certaines fois les limites sur les tournages pour atteindre ce qu'il considérait être la perfection, mais pour un grand nombre de ses proches, il était un ours en peluche gentil et passionné, comme le dira Steven Spielberg. En fin de compte, après quasiment 50 ans de carrière, Stanley Kubrick a durablement marqué le cinéma américain. Grâce à ses œuvres qui sont passées à la postérité, il est lui-même entré dans la légende de cette colossale industrie qu'est Hollywood, et ça pour toujours. Et plus que ça, il a repoussé les barrières de ce qui était possible, agrandi les limites du cinéma pour y incorporer la réalité de la vie. L'Odyssée de Stanley Kubrick s'est conclue en 1999, mais reste encore plus que jamais vivante dans l'univers du cinéma.